voudrais peut-être d'abord renvoyer un certain nombre d'images de ce qui s'est passé aujourd'hui. Une première chose qui me semble extrêmement importante et extrêmement positive, c'est que dans cette salle-là, il y a des représentants des différents milieux de l'éducation. On retrouve des gens de l'université, on retrouve des gens du ministère de l'Éducation, des commissions scolaires, des syndicats, des enseignants, des étudiants aussi, en formation des maîtres, des étudiants en sciences de l'éducation, des représentants d'associations pédagogiques, des conseillers. Donc, c'est très rare qu'on retrouve dans une même salle une diversité de perspectives. Parce que normalement, on fonctionne un peu en silo. Hein? Les universitaires font des colloques, s'adressent à des universitaires ou à des étudiants de l'université. Les syndicats se rencontrent entre eux et ainsi de suite. Donc, c'est rare qu'au Québec, il y ait des espaces comme ça d'échange. Et dans ce sens-là, non seulement je vais remercier nos collègues de l'UQAM, mais je vais les féliciter d'avoir créé cet espace qu'on pourrait qualifier d'interlocution. Et ce serait intéressant que dans les prochaines années, ça puisse se poursuivre de différentes façons, que les gens puissent se rencontrer. Donc, c'était un peu ma première image qui me venait à l'esprit, c'est un peu d'où parlons-nous? Nous parlons de différents lieux et c'est extrêmement intéressant. Qu'avons-nous dit dans la journée? Moi, quand je vous ai écouté toute la journée, moi, ce qui m'a frappé dans vos propos, c'est la justesse de vos propos et le caractère sensé des propositions que vous faites et des analyses que vous proposez. Je pense que les gens dans la salle, ici, possèdent un bagage de connaissances et de compétences relativement à la profession enseignante et à la formation des enseignants et au vécu des enseignants, qui font en sorte qu'on met sensiblement tous le doigt sur les problèmes qu'on peut identifier, que ce soit des problèmes au niveau du recrutement des enseignants qui rentrent dans les facultés, des futurs enseignants. C'est clair qu'on a une réflexion à faire, une amélioration à amener au niveau de la sélection des enseignants, de la qualité de la formation qu'on offre. Les gens ont mis l'accent sur différents aspects qu'on connaît bien et qu'on partage tous, je crois, la nécessité dans la formation d'accroître la solidarité entre les milieux scolaires et les milieux universitaires. Notamment la table ronde sur l'insertion, moi je crois que ce qui a été dit là est exemplaire. On connaît les solutions et on devrait essayer de les appliquer. Et c'est la même chose pour la formation continue. Bon, j'ai introduit un peu de contestation, mais c'est sûr que la formation continue doit répondre à des besoins des enseignants. Cependant, ces besoins-là, il faut remarquer qu'ils peuvent évoluer au fil d'une carrière. Et des fois, nos propres besoins aussi sont pas toujours évidents. Et la formation, c'est aussi un lieu où on peut découvrir ses besoins et les reformuler. Donc, en conclusion de cette partie-là, j'ai envie de dire, on sait où est-ce qu'on s'en va. On a des solutions et une chose qui m'a frappé dans la journée, sauf le petit accrochage final, c'est la dimension consensuelle de la journée. C'est quand même surprenant parce que compte tenu qu'on vient d'une pluralité de lieux, hein, des syndicats, des universités, le ministère, des formateurs, des chercheurs, des étudiants, on aurait pu s'attendre à des dissensus ou à des controverses. Moi, ce qui me frappe dans la journée, c'est l'absence de controverse. C'est-à-dire que les gens présentent et les autres, on a le sentiment que les présentations touchent les bons points et que par conséquent, la plupart des propos des personnes tenues aujourd'hui ne sont pas contestables. C'est comme s'il y avait une entente. Et ça, c'est intéressant, mais ça peut être aussi un petit peu dangereux. Qui sommes-nous? On est des intellectuels au sens large du mot intellectuel. C'est-à-dire que il y a un certain nombre de personnes ici qui sont des porte-paroles. Hein, vous avez entendu, des porte-paroles de syndicats, par exemple. D'autres personnes représentent le ministère de l'Éducation ou des associations comme le SNP. D'autres personnes sont des universitaires, représentent le milieu universitaire. On a des ex-doyennes qui parlent. Donc, on est des intellectuels au sens large, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément du monde dans l'action, mais on introduit une médiation avec l'action, c'est-à-dire on essaye de penser des solutions, on essaye de prévoir des phénomènes de façon à améliorer la cause qui nous tient à cœur, c'est-à-dire la profession enseignante et la formation des enseignants. C'est important de le dire qu'on est des intellectuels
On est des porte-parole, on appartient à ce que Philippe Pernoud, je me souviens plus où il avait puisé ce terme-là, appelait la noosphère. C'est-à-dire que la noosphère, comme le dit le mot noos, connaissance, là, noétique, on est des personnes, des porte-paroles ou des personnes qui pensent l'éducation. Et dans ce sens-là, il n'est pas étonnant qu'on arrive avec des solutions. Parce que notre métier, c'est de fournir des solutions. Notre métier, c'est d'imaginer des scénarios qui pourraient améliorer la condition enseignante. On est des personnes qui ne sont pas forcément à chaque jour confrontés. Par exemple, on n'est pas des enseignants dans des classes, on n'est pas des enseignants dans des classes avec des élèves en grave difficulté qui doivent trouver des solutions immédiates. Au contraire, on a une certaine distance par rapport au milieu professionnel lui-même et on essaie de penser ce milieu-là de façon à proposer des pistes de solutions, par exemple, au niveau de l'insertion. Quelle qualité on devrait mettre, quel programme on devrait mettre dans l'insertion. C'est la même chose pour la formation professionnelle. Cependant, il faut aussi peut-être, et là c'est un peu le sociologue qui va parler, regarder qui nous sommes aussi. Et Claude Lessard, lorsque je travaillais avec lui dans les années 90, on travaillait des années ensemble, et il proposait une image que je trouvais intéressante et qui est vraie. Il disait, dans le fond, la profession enseignante, c'est un ancien corps d'Église qui est devenu un corps d'État. Cependant, c'est un corps d'État. C'est un ancien corps d'Église qui est devenu un corps d'État. Mais cette profession-là, elle est comme à l'image d'une poupée russe, elle est emboîtée dans quelque chose de plus grand qu'elle qui la contient. Mais la formation des maîtres, la formation des enseignants, c'est exactement la même chose, sauf qu'on est encore plus petit que la profession enseignante. On est emboîté dans une poupée russe qui débouche sur un système social dans lequel il y a des processus qui ne sont pas réductibles à nos idées. Donc là, je ferai un écart en ce que nous pensons de la réalité et certains processus qui sont déclenchés, parce qu'on est quand même dans l'espace de la Révolution tranquille, du 50 ans, il y a des processus sociaux qui sont en marche sur lesquels, même si nous avons des idées intéressantes, sur lesquels nous avons un faible contrôle, nous qui pensons la formation. Je voudrais vous donner quelques exemples de cela. On parlait de la précarité toute la journée aujourd'hui. Parce que la précarité, aujourd'hui, elle est au cœur du métier. Et par conséquent, un effort qu'on devrait faire, c'est que nos formations, nos processus d'insertion et notre formation continue doit absolument tenir compte de la précarité. Mais il faut bien savoir que la précarité, c'est quelque chose qui largement nous échappe à nous, les formateurs. Ça échappe au SNP, ça échappe à une partie au syndicat parce qu'il y a des forces sociales très puissantes. Par exemple, vous savez que le tiers des employés de la fonction publique sont aussi à statut précaire. Que la précarité partout se développe dans la société. Que le droit à un travail de qualité est menacé au Québec, dans beaucoup de domaines. Donc, ce qui se passe en enseignement, c'est aussi une poupée beaucoup plus grande qui nous absorbe et contre laquelle nos idées et nos projets, des fois, viennent se heurter et face auxquels nos moyens d'action sont, somme toute, limités. Une autre chose, moi, qui me frappe actuellement, on a parlé des difficultés d'enseigner à l'école primaire et secondaire. Mais les difficultés ne sont pas dans les enfants. Les enfants ne sont pas à l'origine de leurs propres difficultés. Pour une large part, la difficulté d'enseigner aujourd'hui est liée à ces processus sociaux-là qui font que l'école est devenue un processus d'apartheid et de sélection des élèves où les enseignants de l'école publique sont confrontés à des clientèles de plus en plus difficiles. Donc, je voulais attirer votre attention là-dessus pour vous dire qu'on pense à des solutions, c'est notre métier de penser à des solutions, mais en même temps, ce qu'on appelle la profession enseignante, ce qu'on appelle la formation des maîtres, sont des phénomènes qui sont traversés par des forces sociales. Sont traversés par des forces sociales. Les gens disaient ce matin, ma conférence était un peu pessimiste. Pas du tout. C'est une conférence réaliste sur ce qui se passe dans le milieu scolaire. Moi, je crois, et je vais terminer là-dessus,
C'est le 50e anniversaire de la Révolution tranquille. Moi, je crois qu'en éducation, la Révolution tranquille n'est pas terminée. Elle n'est pas achevée. L'idée d'une école inclusive, l'idée d'une école pour tous, l'idée d'une école démocratique, l'idée d'une profession enseignante qui mérite d'être respectée, qui mérite d'être valorisée, soutenue dans son travail et reconnue socialement, ces idées-là, il faut se battre encore pour elles. Elles ne sont pas réalisées. Et si on ne fait pas attention, on va perdre la bataille de la Révolution tranquille que nos aînés ont commencé il y a 50 ans. Merci.